Le pays de Flandre, c'est une terre de convivialité et de tradition. Authentique et sympathique, les Flamands sauront vous faire oublier la grisaille du ciel et vous réchauffer le cœur. Les gens du Nord sont généreux. Ici, les beffrois sont à l'honneur et les cloches des carillons rythment la vie des petits villages comme des grandes cités. Alfred, si on vote à l'heure pour la cantata Jean Bart, il est 15h moins une. Dans le plus pur respect de l'art flamand, les façades des maisons mêlent briques et couleurs vives. Ce qui frappe bien sûr tous les visiteurs à Lille, c'est la richesse décorative de ce bâtiment. Et des jardins merveilleux inspirés des maîtres flamands se nichent au cœur des plaines. Est-ce que ça existe un jardin flamand? Oui, ça existe. Terre de culture et d'histoire, le pays de Flandre compte aussi de remarquables sites naturels qui abritent une faune et une flore étonnantes. Les arts, ils parlent pas flamand. Ils parlent pas flamand, mais c'est pas gênant. Entre terre et mer, ce territoire aux 1000 visages a su également préserver son patrimoine maritime. J'ai embarqué sur ces bateaux, donc qui sont des bateaux immobiles. Les Flandres, c'est aussi une gastronomie incomparable et inventive. Une recette typique du Castelloff. C'est Notre spécialité. Lille, Bailleul, Cassel et Dunkerque, ces villes flamandes n'attendent plus que vous. La porte d'entrée du pays de Flandre, c'est bien sûr Lille. C'est donc ici que débute notre voyage, en compagnie de Chantal. Cette animatrice du patrimoine est tombée amoureuse de la ville il y a plus de 15 ans. Chantal nous emmène sans tarder sur la Grand Place. Il faut dire que c'est l'endroit où tout converge, les habitants et les autres quartiers. Là, nous sommes sur un lieu emblématique de la capitale des Flandres, nous sommes sur la Grand Place. Alors la Grand Place, c'est bien sûr depuis le Moyen-Âge, le lieu où tous les échanges se passent, c'est un lieu où tous les marchés se déroulaient. Donc là, on a le symbole de ce carrefour des échanges qui est la vieille bourse, puisqu'elle a été érigée au XVIIe siècle, en 1652, par Julien d'Etrées. Donc c'est un bâtiment absolument magnifique, de symétrie, d'harmonie, très richement décoré pour vraiment magnifier ce qu'était la richesse des Flandres à cette période des Pays-Bas espagnols. Cet endroit, aujourd'hui classé monument historique, est un des lieux les plus prestigieux de la ville. Témoin au grand siècle de l'intense activité économique qui s'y déroulait, la vieille bourse est aujourd'hui le rendez-vous des amateurs de livres, de revues, d'affiches et de cartes anciennes. Chantal, elle, y vient pour ses cartes postales. Donc en général, je les trie, parce qu'il y a celles que je connais déjà, bien sûr, et puis celles qui sont uniques, que je n'ai pas encore. Alors là, par exemple, une vieille représentation de la Grand Place et de la vieille bourse, à l'époque où elle n'était pas restaurée, ça se voit parce que la façade était encore très noire. Des témoignages du passé qui alimentent la passion de notre guide. Mais Chantal ne se nourrit pas que d'histoire. En vraie gourmande, elle sait aussi où il faut aller. C'est donc tout naturellement à la pâtisserie Mère qu'a lieu notre prochaine halte. Voilà, on peut voir dans la vitrine de chez Mère un buste du général de Gaulle. Alors rien d'étonnant à cela, le général de Gaulle est né à Lille et sa famille, la branche maternelle, habitait derrière moi, rue Princesse, tout près de la rue Escarmoise où nous sommes. Donc le général de Gaulle petit a certainement dégusté des gaufres de chez Mère et on dit qu'il s'en faisait livrer une fois à l'Élysée. Voilà. Cette spécialité sucrée est une institution ici. La gaufre de la maison mère existe en effet depuis 1839 et aujourd'hui, Chantal a le privilège de passer côté coulisses pour assister à sa fabrication. Voilà, alors là j'ai le privilège de rentrer dans un espace vraiment confidentiel et tenu secret pour aller voir Julien qui est en train de confectionner une gaufre. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, la pâte, la fabrication de cette gaufre qui est quand même depuis 250 ans à peu près, qui fait le succès de la pâtisserie Mère, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la confection de cette pâte? C'est une pâte qui est faite à base de farine, de beurre, de sucre, de sel, d'œufs, d'eau et de levure. Donc les ingrédients sont connus, Les ingrédients sont connus, mais les quantités restent secrètes. Tout est noté, la fourrure
ainsi que la pâte, enfin les différentes Oui. fourrures, ainsi que la pâte sont notées dans un carnet qui est dans un coffre-fort. Et on ne pourra pas voir le coffre-fort aujourd'hui, on ne pourra pas accéder. Voilà. Ni le carnet, ni le coffre-fort. Ni le carnet, ni le coffre-fort. Et oui, la recette est gardée dans un coffre-fort comme un trésor. Il faut dire que cette spécialité vaut de l'or. L'enseigne tire 53% de son chiffre d'affaires grâce à la gaufre, et c'est chaque jour 7000 pièces qui sortent du laboratoire. Après la leçon de Julien, chef gaufrier, c'est au tour de Chantal de mettre la main à la pâte. À votre tour. Oui, on va relever le défi, Allez, on va on y tenter. va. Je On sens va que c'est... tirer un peu plus. On va tirer un peu plus. Celle-ci, ça va Ben, merci de l'aide. Voilà. Et là, à l'oreille, on entend, quand il y a des petits sifflements, Elle chante. elle chante. D'accord. Donc là, c'est lourd déjà. Voilà. Donc là, je retire l'emporte-pièce. Alors là, je ne sais pas si j'en mets trop ou pas assez. Je pense que je ne vais pas être recrutée. Exceptionnel. Mais il faudra quand même en goûter une de Julien pour voir si le savoir-faire vraiment, peut-être que... Là, en tout cas, moi, la répartition n'est pas idéale, mais les ingrédients sont là et malgré tout... Alors, je vais goûter celle de Julien. Ah, c'est mieux, C'est mieux. c'est mieux. C'est plus moelleux. Nous quittons maintenant Chantal, car nous avons rendez-vous au cœur des Flandres. Nous allons y retrouver François. Sa passion, faire découvrir à qui veut les secrets de Cassel, sa ville. La balade débute par la visite d'un jardin typiquement flamand. Donc nous voilà au jardin des Récollets à Cassel. Donc c'est l'un des plus beaux jardins de Flandre. Bonjour Emmanuel. Ça va bien? Très bien. Donc voilà, nous voilà chez toi, non? Tout à fait. Simplement. Donc, Emmanuel a beaucoup bougé dans sa jeunesse. Il y a 10 ans, il a pris la décision de s'installer ici, dans la ferme de son aïeul, pour renouer avec ses origines. Mon père était colonel dans les parachutistes, j'avais aucune attache, donc je me suis dit tiens, je vais retrouver mes racines flamandes. Donc je suis arrivé dans cette ferme flamande à Cassel de mon grand-père, qui était complètement en ruine, aucun arbre, aucun arbuste, la ferme en ruine. Donc j'ai eu 10 années de brouette et avec des gravats, j'ai fait que ramasser les gravats. Et j'ai commencé à essayer de retrouver l'idée d'un jardin à la flamande. Emmanuel est paysagiste, alors forcément les jardins ça le connaît. Pour autant, ça ressemble à quoi un jardin flamand? L'esprit flamand, c'est simple. Un jardin, c'est un état d'esprit. L'esprit flamand, oui, carré, un carré, rigide, c'est ça, strict. rigide, honnête. Donc, je vais surtout. faire un jardin carré, rigide et strict. Alors, il y a des nuances parce qu'on passe comme dans une maison, dans ces jardins à la flamande, d'une pièce à l'autre, Ouais. où chaque pièce a son thème. Par exemple, le potager, le verger, le jardin des buis, le jardin des fleurs rouges, par exemple. Des endroits plus clairs, D'accord, des endroits oui. plus sombres, qui va donner donc ce clair-obscur. Donc, jardin inspiré des peintures de la Renaissance. Et pour donner vie au tableau des maîtres flamands, Emmanuel a dû être précis, méticuleux Tout à et fait, patient. c'est des carrés, des rectangles, un cadre avec les arbres tout à droite à gauche qui mettent en valeur le paysage. Pour son œuvre, il s'est vu remettre le prix du jardin de l'année en 2011. Donc ici, on s'est vraiment inspiré, ces chambres sur cour. Et nous avons voulu retrouver l'esprit du pignon flamand à escalier, à pas de moineau. D'accord. Et tous les taxus, tous les ifs sont taillés en forme d'escalier. Chaque partie du jardin est une appellation, souvent inspirée par des tableaux des peintres, mais pas seulement. Ici, on l'appelle le jardin des berlingots. Je veux que les plantes poussent comme elles veulent. Donc D'accord. les buis, je les ai eu tout petits. Oui. Et celui-là poussait un petit peu de ce côté-là, l'autre un petit peu par là, l'autre encore par là. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur forme naturelle. Ah d'accord, ok. Mais si tu reviens dans 20 ans, Ce sera forcément ce différent. sera peut-être jardin des obélisques, ça va peut-être changer. Et si Emmanuel vient à manquer d'inspiration, il peut toujours compter sur l'imagination fertile des visiteurs. Alors, toutes les limaces du quartier sont... ici, on appelle la chambre des broderies de buis, comme des dentelles, mais on donne les noms qu'on veut, bien sûr, pour les chambres de verdure, parce que ici, ce sont des Wallons qui étaient venus, ils venaient de Liège. Oh Manu, hein, tu te dis flamand, t'es pas flamand du tout. Pense à nous quand même un petit peu, il n'y a pas que la Flandre dans la vie, hein.
Regarde, là, on dirait plutôt des dents. Oh, moi, j'irais des jardins des gaufres liégeoises. On vient de Liège. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Direction maintenant le Mont Cassel avec François et Emmanuel. Dans ce plat pays qu'est le Nord, pas besoin de grimper bien haut pour avoir un panorama sur toutes les Flandres. 176 mètres de haut suffisent. Nous voilà ici sur le point culminant du nord de la France. On est vraiment tout en haut du Mont Cassel. L'Everest des Flandres. L'Everest des Flandres. Alors là, il y a Ça souffle. donc il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc on a un très très beau panorama sur la plaine de Flandre avec ces voies romaines qui sont encore existantes et que l'on voit très bien. Jules César s'est installé à Cassel, Caligula a fait des orgies, Adrien, tous les grands de ce monde sont venus, toi-même. Bien sûr. Merci. Alors ici même, c'est très simple, le château de Cassel, le premier chemin de ronde, la ville, second chemin de ronde et la plaine flamande qui s'étend à l'infini. Partant très clair, on voit Notre-Dame de la Garde. Ah oui, d'accord, à Marseille, d'accord. J'ai un peu de sang marseillais. D'accord. Et non, d'ici on ne voit pas Marseille, mais plus probablement Dunkerque, notre prochaine destination. Connue pour son activité industrielle et portuaire, la ville a pour emblème le plus célèbre corsaire de Louis XIV, Jean Bart, qui trône en plein cœur de la cité. Ici, c'est Patrick qui va nous guider. Dunkerque, c'est sa ville natale. Il la connaît et il l'aime. Première étape de la balade en sa compagnie, l'église Saint-Éloi, en plein centre-ville, et plus précisément son beffroi. L'ouvrage, qui date du XVe siècle, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrick a rendez-vous avec Alfred. Bonjour Alfred. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. Avec lui, nous allons prendre de la hauteur et découvrir par la même occasion ce qui le passionne tant. Alors, il y a encore quelques marches à monter, mais auparavant, il y a quand même quelques cloches ici, et en particulier les cloches de volée de l'église, et dont la Jean Bart. La fameuse cloche Jean Bart. Qui fait 5 tonnes. 5 tonnes. 50 cloches au total. Alfred les connaît toutes par leur petit nom, et pour cause, il joue du carillon depuis 30 ans. Voilà, et nous voici au niveau de la cabine du carillon, mais surtout, voilà les Le autres reste des cloches. Les plus grosses à la toute plus petite. Donc si la première, la Jean Bart faisait 5 tonnes, la plus petite fait dans les 15 à 20 kilos. D'accord. Elles sont ici les plus petites. Et tout est commandé. Et tout est commandé à partir du clavier. Du clavier qui est là. Dans la cabine. Dans la cabine de verre. Ah, il y a même du chauffage. Et ici, on est un peu à l'abri. À l'abri du vent. Ah, ça va mieux. Alfred est en fait le seul carillonneur du beffroi de Dunkerque. Alors quand l'envie lui prend de faire chanter les cloches, il ne s'en prive pas. Étonnant, non? Voilà. C'est un métier, hein? Et c'est maintenant au tour de Patrick de se prêter au jeu, sous l'œil avisé du maître. Do, ré. Il est où le... Et il y a une position Ben oui, mais bon, C'est quoi, aujourd'hui, ça ira quand même. Il est où le do? Faut pas... Non, do, là. Do. Parce que tout le monde l'entend. Hein. Tout le monde nous entend. Et effectivement, quand Patrick fait ses gammes, c'est tout Dunkerque qui en profite. Depuis la place du Beffroi jusqu'au port de la ville. C'est justement au port que la visite se poursuit. La prochaine halte a lieu à bord d'un bateau.
Nous allons retrouver Bernard, chef mécanicien sur le Sandetti. Bernard nous attend là-bas. On va tout de suite à sa rencontre. Bernard a sillonné toutes les mers du globe, jusqu'au jour où il s'est transformé en marin de l'immobile, pour une bonne raison. Enchanté. Alors, j'ai connu ma femme, donc j'ai voulu rester sur place, un peu plus près. Et donc j'ai fait remarquer sur ces bateaux, donc, qui sont des bateaux immobiles. Bateau immobile veut dire quoi? Que le bateau ne bouge pas, pleine mer. Il reste mouillé sur son ancre et ne bouge pas. D'accord. Donc on ne navigue pas comme un bateau en cours. Un bateau qui ne navigue pas, mais le Sandetti est en réalité bien plus que ça. Dans le jargon, on l'appelle un bateau-feu. Donc le bateau-feu est un bateau qui servait à signaler un danger. Donc ici, dans le détroit du Pas-de-Calais, il y a beaucoup de bancs de sable qui affleurent parce que vous avez des endroits où vous avez 30 mètres de fond et d'un seul coup, avec le banc de sable, il y a 5-6 mètres de fond. Donc on a installé des bateaux-feux pour matérialiser les bancs. Donc le feu était à 15 mètres de haut. Ce que Bernard nomme feu, c'est en fait un phare. Et c'était justement le rôle du Sandetti jusqu'en 1989. Amarrés au large de Dunkerque, les 8 hommes d'équipage se relayaient pour en assurer le bon fonctionnement. On est où là, Bernard? Je dirais le cœur du bateau, c'est ici que le capitaine envoyait ses messages à terre, des messages météo et puis des contacts avec la terre. Et les mordus de la météo marine se souviennent encore des messages émanant du Sandetti, des bulletins retransmis quotidiennement sur les ondes de France Inter. Formidablement préservé avec son mobilier d'époque, le Sandetti est un témoin rare de la vie quotidienne de ses marins. Une vie parfois monotone. Alors pour tromper le temps, Bernard avait opté pour un loisir surprenant. Alors moi, voilà, ici c'est ma cabine. Ah, la cabine à Bernard. Voilà, donc moi, mon activité, je bricolais et je faisais des bateaux en bouteille. Et là, c'est un bateau-feu dans l'ampoule du phare. Et Bernard, tu faisais tes maquettes ici? Non, je les faisais là-haut. Ah, d'accord. Alors ça par contre, bougeait quand même, les oui, maquettes dans les bouteilles de verre. Justement, pour les mettre dans les bouteilles, c'était pas évident avec le mauvais temps et tout, mais ça allait, j'arrivais à m'en sortir. Mais le vrai talent de Bernard, c'est ailleurs qu'il l'exerçait. Je pense que c'est là où tu as œuvré pendant pas mal d'années. Ici, c'est mon domaine, donc j'ai toujours été dans les machines. Ah, toujours aussi avec les escaliers? Oui, c'est toujours vrai. Donc là, c'est des gros moteurs diesel. Il n'y a pas beaucoup de propulsion, mais c'est juste pour maintenir le navire par mauvais temps à sa position sur carte, pour éviter que le bateau ne parte trop loin de sa position. Le Sandetti ne craint plus le mauvais temps. Depuis 2006, il est amarré au quai de la Citadelle. Dernier témoin du balisage à l'ancienne, il incarne aujourd'hui une partie de l'histoire maritime du XXe siècle. Quittons le port de Dunkerque pour nous rendre à 50 km de là, à Bailleul. Hélène connaît sa région comme personne. Normale, elle est directrice de l'Office du tourisme de la ville. La jeune femme va nous faire découvrir la spécialité régionale, l'Alzane. Cette bière locale est brassée ici. Dans la famille Beck, propriétaire de la marque, la culture du houblon se transmet de génération en génération. Dany, le cadet de la fratrie, nous reçoit pour un cours magistral. Bonjour Dany. Bonjour, ça va bien? Bien et toi? Très bien. Bienvenue donc à la brasserie au Malpape à Bailleul. Merci. Donc, la culture traditionnelle de la région, c'est le houblon. On a ici donc, les fleurs de la récolte du mois d'octobre qu'on a récolté, séché. Donc ici ça, on a la fleur de houblon. Voilà. Alors si tu veux vraiment avoir tout le parfum d'une fleur, on va la prendre et la casser en deux. Et à l'intérieur, on peut voir la poudre jaune, c'est ce qui va donner le parfum. Il en faut très peu. Hein. Ça sent fort. Hein. Ouais, ça sent fort. Et donc ce que l'on a au-dessus de nos têtes, c'est aussi du houblon qui a été produit chez vous. Voilà, donc ça c'est une tige qui a été mise il y a déjà un petit moment, il y a déjà plus d'1 an, donc elle est devenue un petit peu marron, mais c'est un peu la démonstration d'une tige, comment ça se présente au moment de la récolte avec toutes ces fleurs. Qu'est-ce qu'il faut rajouter d'autre alors? Donc on a besoin des céréales,
Les céréales qu'on a ici se sont récoltées au mois d'août, juillet-août, c'est de l'orge brassicole. Bon, nous, on va fabriquer une bière légèrement ambrée, donc avec un malt légèrement torréfié. D'accord. Donc ici, on a une torréfaction moyenne, on fait une bière ambrée. Ajoutez à cela de l'eau et bien sûr de la levure. Une fois les ingrédients identifiés, il est temps de passer au cuve. Je passe devant. Donc c'est ici que tout se passe. Donc voilà, on a ici donc tous les cuves. Chaque cuve a bien son utilisation. Donc on a la première cuve ici à ma droite. Cuve d'empâtage, c'est là qu'on met donc les céréales. Alors pour t'expliquer tout à l'heure l'orge légèrement ambrée, c'est celui-ci que je vais utiliser. D'accord. Donc je vais prendre cette orge que je vais aplatir. On la met avec de l'eau chaude et on va mélanger. Donc on va faire la cuve d'empâtage, c'est-à-dire faire 3 paliers de température. Oui. 50, 60 et 70 degrés. Et ces 3 paliers de température permettent que l'amidon, donc la farine de la céréale, se transforme en sucre d'orge. C'est ça qu'on appelle les bières pure malt. D'accord. Dans cette seconde cuve, le sucre d'orge est ensuite bouilli pendant 2 heures, puis parfumé au houblon. C'est comme du thé après, le petit sachet qu'on prend dans le tas ce matin. Voilà, c'est des grands sacs de houblon qu'on va tremper dans la cuve à bière. Le liquide est ensuite refroidi. Le sucre se transforme alors en alcool. Après un mois de fermentation en chambre froide, la bière est prête à être mise en bouteille. Un rituel que Dany connaît bien. Donc là, la bière se trouve dans la petite cuve qui est au-dessus. D'accord. Dans la réserve. Elle est très froide la bière, ce qui permet de moins mousser. Une bière bien fraîche, ça mousse un petit peu moins. Et là, on est en train d'envoyer la bière. Donc on monte. Ah oui, d'accord, je vois. On la met sous pression pour sertir. Et après, la bonne vieille méthode. On se laisse faire pour l'étiquette. Oui. Ici, tout est fait de manière artisanale. Et ça prend du temps de faire tout ça. Ah bah oui, on a pour une paire d'heures. Alors on va faire une petite dégustation, Hélène. Ben oui, avec plaisir. Donc c'est l'Alsace, non? D'accord. La santé. Santé. Alors je la tiens. C'est vrai qu'au petit Elle est déjeuner, très bonne. c'est pas mal. La brasserie Bec produit 10 000 litres de bière chaque année. Et pour la déguster, c'est ici, directement à la brasserie, qu'il faut venir. Retournons maintenant à Cassel, où François, notre guide passionné, est attendu dans un lieu typique des Flandres, l'estaminet. Bon alors c'est l'heure de manger. Je vous emmène dans un estaminet où on va rencontrer Bruno qui va nous cuisiner un plat traditionnel superbe. Bonjour. Bonjour Bruno. Salut François. Tu vas bien? Très bien. Bon. Ça a été pas trop froid? Non, un peu de vent, mais tout va bien. Bon, bienvenue au Castellhof. Merci. Ici, c'est un estaminet typiquement flamand. Je cuisine que des produits de la région. Donc, je t'emmène en cuisine avec moi. On va aller voir ça avec plaisir. Originaire de la région, Bruno a créé son établissement il y a 12 ans. Sa priorité, faire perdurer les traditions flamandes jusque dans l'assiette. On va préparer donc une recette typique du Castellhof. C'est notre spécialité. Ouais, c'est une spécialité. Okay. C'est un petit mélange viande avec de la compote. Sa spécialité, c'est donc le cœur cassellois. Un plat qui fait sa fierté pour une raison toute simple. C'est lui l'inventeur. De cette préparation d'hachis. Au départ, c'était notre recette. Alors, je pense que c'est repris. Il y en a qui l'ont un petit peu changé le nom pour pas le mettre. Mais oui, c'est notre spécialité au Castellhof. Donc tu vois, l'hachis, je l'ai mis un peu comme ça. D'accord. Je remplis et c'est pas régulier, il y a des bosses. Et après, toi, tu vas mettre la compote. Moi, je vais préparer les assiettes et je vais préparer les frites. D'accord, donc la compote, tout. Hein. Alors, je vais te mettre, tu mets comme une montagne. Et après, tu travailles en poussant légèrement sur les bords. Sur les bords, d'accord. D'accord. Ok. Donc voilà, donc on pousse un petit peu sur le côté. Bon, alors, faut pas appuyer. Faut pas appuyer parce que sinon, faut pas le serrer. Ça veut dire. Tu vois, moi, je le pousse comme ça. Ouais, okay. Tu vois, je le pousse. Moi, tu sais, je suis né à la campagne. Mes grands-parents, ils étaient agriculteurs. On mange toujours notre plat avec de la salade. Il y a toujours les légumes. Alors là, toi, tu le presses. Mais moi, j'aime pas du tout voir les coups de fourchette. Okay. Tu vois, il faut des fois, faut pas que ça soit régulier. C'est un peu. Voilà. Donc alors pour maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre dans le four, tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Et puis, on laisse cuire ça une bonne demi-heure, bon, peut-être 3 quarts d'heure quand même.
Juste le temps pour François de s'imprégner de l'atmosphère chaleureuse des lieux. Car en salle, surprise, c'est Emmanuel, notre paysagiste, qui amuse les convives. Alors, välkommen, Franz-Jondran, välkommen. Qu'est-ce que tu es là för? Oh, t'es Wien, t'es Côte, bienvenue à tous dans la Flandre. Pourquoi je me permets de vous interrompre? Nous ne sommes pas dans un café, pourtant on y prend des boissons. Nous ne sommes pas dans un restaurant, pourtant on y déjeune. Qu'est-ce que c'est un estaminet? C'est tout simplement comme à la maison. Comme le veut en effet la tradition, dans un estaminet, on boit, on dîne et on se divertit. Nous remontons 2000 ans en arrière. Toute la plaine flamande, c'était le plat pays. Il n'y avait pas de montagne comme ici. Vous serez sortis dehors, l'atmosphère est noire, sordide, lugubre. Le ciel était couvert d'une multitude de fantômes. Avec un talent évident, Emmanuel a conquis la salle. Dans le ciel, des milliards, de dames infectes sur des balais des sorcières. Le temps d'apprécier le conte d'Emmanuel, le cœur cassellois de François est prêt. Alors ici, attraper un rhume? Non, c'est parce que j'ai... Ici, pour les mains droites. Voilà. Et toi, cœur cassellois. Cœur cassellois. Smaklek. Comprenez? Non, Smaklek. Smaklek. Bon appétit. Enfin bon. Mais c'est délicieux. C'est vraiment merveilleux. Moi j'ai une compote de pommes au-dessus. Extraordinaire. Vraiment très bien. Alors si vous passez dans la région, ne ratez surtout pas la bonne cuisine et l'ambiance conviviale d'un estaminet. La Flandre, c'est aussi le pays des moulins. La région en comptait 1500 au 19e siècle. Beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui disparu, mais à Cassel, le moulin du château continue d'offrir ses ailes aux humeurs du vent. Témoin vivant du patrimoine d'antan, ce bâtiment a été restauré il y a une vingtaine d'années. Depuis 9 ans, Franck, le meunier, y produit même de la farine bio. Voilà, donc je crois que nous voilà en face donc, des ailes du moulin. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement, à savoir s'il faut les bâcher, de quelle façon tu le fais? Il faut les bâcher. Alors la caractéristique des ailes flamandes, c'est qu'elles sont asymétriques. Donc là, on a la verge, le treillis et les planches devant. D'accord. C'est comme une plume d'oiseau en fait. D'accord. C'est vraiment asymétrique. Alors on va les bâcher comme vous dites. Alors en fait chez nous on dit mettre les voiles comme sur un bateau. Comme sur un bateau. On doit faire en sorte que les voiles puissent se retirer facilement et rapidement. Parce qu'en cas de grain, comme à la mer, comme sur un bateau, on doit pouvoir retirer les voiles vraiment très très rapidement. Une fois les aides solidement fixées, il est temps pour Franck de nous faire découvrir le cœur du moulin, qui n'a pas changé depuis des siècles. Ici on est dans le grenier à meule déjà. Oui. Ça veut dire que c'est la partie du moulin où on fabrique la farine. En dessous, on a le grenier à farine, justement, l'endroit où on va la tamiser. D'accord. Donc les meules, ça fonctionne assez simplement finalement. Les ailes qui sont de ce côté-ci entraînent un arbre moteur. Cet arbre moteur entraîne 2 engrenages. Donc ici, c'est l'engrenage qui sert à faire tourner la meule qu'on voit actuellement. Oui, d'accord. Donc cet engrenage s'appelle le rouet. Il renvoie la force du vent sur celui-ci qui s'appelle la lanterne. Et on peut voir qu'avec l'arbre ici, il fait tourner directement la meule. La meule, d'accord. Grâce à ce système ancestral, les grains de blé sont décortiqués, puis arrivent ensuite au tamis, situé à l'étage du dessous. Il y a un conduit qui part, qui va ramener la farine dans ce tambour. Donc ce tambour, je vais mettre en route après. Vous allez le voir fonctionner, hein. Il tourne. On peut voir qu'il y a une inclinaison. Donc la farine qui arrive ici va avancer tout doucement. Elle va taper contre ce tissu. Donc sur les 2 premiers tiers, on a une maille qui est très fine qui va laisser passer la farine blanche. Farine blanche qui va arriver là-bas. Le dernier tiers, la maille est plus grossière. Ça va laisser passer des grains de farine plus gros, mais aussi un tout petit peu du son. Le son, je vous rappelle, c'est l'enveloppe du blé. Ici, tout est fait de manière artisanale. Et depuis 2010, Franck est fier de pouvoir vendre sa farine bio. Il en écoule plus de 2 tonnes par an à Cassel et dans ses environs. Après l'estaminet et le moulin, François doit encore nous faire découvrir une spécialité casselloise, mais pour l'heure, retournons à Lille, retrouver notre historienne. Chantal veut nous faire visiter un lieu original et typique, une maison folie. Ces maisons voient le jour en 2004. Cette année-là, Lille est nommée capitale européenne de la culture. Pendant un an, la ville doit accueillir 2500 manifestations artistiques. Mais les lieux manquent.
L'idée est donc de réhabiliter des anciens bâtiments industriels. Les maisons folies sont nées de cette nécessité et depuis, elles perdurent. Manuela, elle, participe à l'animation de la Maison Folie Moulin. Aujourd'hui, c'est un lieu culturel, pluridisciplinaire. Dans la réhabilitation du lieu, dont on parlera probablement un petit peu tout à l'heure, on a conservé les espaces qui existaient. On les a un peu redistribués, mais on les a conservés. Et ça donne un peu sa spécificité à ce qui s'y passe au niveau culturel, parce que c'est des petits espaces un petit peu partout. Là où il y avait le brassage de la bière, on conserve une brasserie, mais du coup... C'est une bonne idée. Une brasserie, mais aussi des salles d'exposition, des salles de concert. Et il y a de quoi faire. Le lieu dispose de 1500 mètres carrés de surface. L'ancienne brasserie des Trois Moulins, qui avait fermé ses portes en 1934, accueille aujourd'hui des artistes en résidence, comme le jeune Lillois Tony Melville, ici en pleine répétition. Qu'est-ce que je fous sur ce fil? Putain, j'ai l'air con. Qu'est-ce que je fous sur cette fil? Voilà. Qu'est-ce que je fous sur ce fil? Putain, j'ai l'air con. Qu'est-ce que je fous sur ce fil? Faut réfléchir en amont. Quand on n'est pas téméraire et qu'on n'est pas très agile, il faut pas faire fou non plus, c'est ce que m'a dit ma mère. Une culture pour tous et une jolie manière de redynamiser tout un quartier. Et des maisons folies, il en existe 11 autres dans les Flandres françaises et belges. Après la culture, place à la nature. L'endroit où nous emmène maintenant Patrick est inattendu. Nous voici au cœur des dunes de Flandre, un site de 7000 hectares, classé réserve naturelle, et qui fait le bonheur des randonneurs. Bart est ce qu'on appelle un guide nature. Ces dunes, il les connaît comme sa poche, et il est incollable sur la faune et la flore. La ronce, il y a pas mal de fleurs intéressantes, notamment celle-ci. Alors c'est quoi ça, on dirait? Alors ça c'est de l'onagre. De l'onagre? De l'onagre, donc c'est une plante qui fait des belles fleurs jeunes. Apparemment, c'est une plante qui n'est pas originaire d'Europe. Des graines seraient tombées dans les bateaux qui ont fait la traversée de l'Atlantique, donc qui seraient venus d'Amérique. Quand les bateaux sont débarqués à Dunkerque, les graines ont été remobilisées avec le vent, sont tombées dans les dunes et ces graines ont fleuri, fructifié et on a une belle population de nagres dans les dunes. Ce qui est intéressant avec le nagre, c'est que ça donne des belles fleurs jeunes qui sont très scintillantes la nuit sous un effet de pleine lune. Et le nagre va être pollinisé que par les insectes, les papillons de nuit. C'est quand même l'une des seules fleurs qui fleurit la nuit. Ça. Il y a d'autres fleurs qui fleurissent la nuit. Ah, quand même. Mais c'est vraiment l'une des rares plantes à être vraiment pollinisée que par des papillons de nuit. Visiter les dunes en compagnie de Bart est donc un privilège. Il aura toujours une réponse à toutes vos questions. Ça c'est l'argousier. Ce sont des petites plantes. À l'automne, les pieds femelles sont couverts de petites baies oranges, les argousses, avec lesquelles on fait de la confiture. Les oiseaux s'en délectent. C'est comestible, ça se mange. C'est très comestible, c'est très très bon. Ouais, c'est très riche en vitamine C. Et 10 petites argousses comme ça, donc c'est comme ça quoi. Ça a autant de vitamine C que dans une orange. Et c'est très tonique. On apprend des choses, non? Car Bart n'est pas seulement botaniste, il est aussi ornithologue. Dis donc Bart, c'est des restants d'obus de la guerre 40 ça ou c'est quoi? Eh non, ce sont des forts de pique-et-pêche. De pique-et-pêche. Le pique-et-pêche est un oiseau qui a un bec très très costaud et qui va réussir avec son bec à creuser des galeries dans le bois mort pour pouvoir se nourrir des insectes qui se nourrissent du bois mort. Il fait un trou, il insère sa langue et sa langue est un peu comme un harpon. Donc elle va ressortir et il y aura plein de petits asticots, plein de petits vers qui vont être accrochés donc il pourra se nourrir. Donc on voit que le bois est quand même déjà bien pique-et-pêche. Et les dunes abritent un autre trésor architectural, celui-là, le fort des dunes. Ce fort militaire du 19e siècle est totalement enfoui sous le sable. Bart, on arrive donc ici dans le fort des dunes. Je pense que ce fort a une histoire. Il y a eu la guerre, il y a eu pas mal d'épopées, à mon avis, autour de ce bâtiment, qui est complètement recouvert de dunes. Alors effectivement, il est totalement encastré à l'intérieur des dunes, donc à l'intérieur du fort des dunes, 5 à 6 mètres. Donc on voit que les dunes ont dû être décaissées à peu près sur une hauteur de 5 à 6 mètres. Au-dessus, on est vraiment sur les dunes, on est à peu près à hauteur du sol normal. Si bien que le fort est totalement caché à l'intérieur, on ne voit quasiment pas. Et il a été construit en à peu près 2 années, donc 1778-1780. Mais le fort des dunes est surtout célèbre pour avoir été le théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale de l'opération Dynamo.
En 1940, les troupes alliées, bousculées par l'armée allemande, ont battu en retraite. 350 000 hommes ont alors transité par ce fort pour gagner l'Angleterre. Gagnons quant à nous Bailleul, où nous retrouvons Hélène. La jeune guide de l'Office du tourisme va nous familiariser avec une autre spécificité du patrimoine flamand. Voilà, alors on est arrivé ici en pleine campagne, tout près de Bailleul. On est un peu au milieu de nulle part, comme vous pouvez le voir. Ça paye pas de mine, mais à l'intérieur, on va découvrir un secret dans cet atelier. Et tout se passe derrière cette porte. Bonjour. Vous allez bien? Ma foi, je ne plains pas. Gérard est sculpteur et depuis 30 ans, il façonne des géants. Héros imaginaires, personnages historiques ou figures locales, ses créations en papier mâché sont de vraies stars régionales. Chaque année, à l'époque du carnaval, elles revêtent leurs plus beaux atours et paradent dans les défilés. Donc ça, c'est un panier de géant. Après, alors ça, c'est pour poser les épaules du porteur. Alors tu viens avec moi, on va le porter à deux. Non, le trou est par ici. Je suis petite, moi aussi. Ouais, mais c'est magique. Ah, ça se baisse. Voilà. Encore un petit peu. Ouais, avance un peu. Voilà. Il faut que tu te baisses un peu. Autrement, on va pas le suivre. Et voilà. Hop, on est parti. Ah, bon, c'est magique. Ah. Effectivement, ouais. C'est léger. Hein. Ah ouais, c'est léger. Bah ouais, à deux, ça pèse pas grand-chose. Donc ça va bien, quoi. Et après, tout ça, c'est habillé, quoi. Et un géant habillé, voilà ce que ça donne. Ces créatures nées de la main de l'homme se mettent alors à avoir leur vie propre. Et oui, en pays de Flandre, les géants sont bien vivants. On les marie, ils font des enfants. Il y a tout une famille qui se développe. Une famille qui se développe ici, à la maternité autour, quoi. Hein. La petite dernière s'appelle Violette. Avec ses 5 mètres de haut et ses 100 kilos, elle a de quoi impressionner. Donc ça, ce sont des parties du corps de Violette? Donc ça, ce sont des parties du corps de Violette. Ça, c'est Violette, c'est une petite fille. Hein. Elle avait à l'origine 8 ans. Donc elle n'avait pas de poitrine. Mais dans ses voyages, parce qu'elle a beaucoup voyagé, Violette, elle a fait une mauvaise rencontre et quelqu'un lui a acheté un sort. Violette s'est retrouvée avec des pattes de chèvre. D'accord. Ça, c'est une histoire qui a été inventée. Ça, c'est une histoire qui a été inventée, voilà, pour faire évoluer ce géant. Et ce sont bien les habitants qui inventent toutes ces histoires. De petite fille, Violette est ainsi devenue femme. Et demain, pour elle, c'est le grand soir. Elle est de sortie, car c'est carnaval. Et ensuite, on y ajoute la tête. Ah ouais, on y ajoute la tête, les bras, les jambes. Laissons Violette en plein préparatif et retrouvons François à Cassel, en compagnie de Marie-Christine. Cette agricultrice élève ici un troupeau de 50 vaches, du terroir bien sûr. Oui, bah écoutez, regardez, voilà. Ah bah ça c'est Hirondelle, c'est une rouge flamande. Une rouge flamande, c'est la vache des Flandres, réputée pour la qualité de son lait. Et avec ses bêtes élevées dans le strict respect des règles bio, Marie-Christine produit donc un fromage unique, le boulet de Cassel. C'est dans l'atelier de production que l'agricultrice prépare les célèbres fromages. Après avoir été longuement brassé, le lait se transforme petit à petit en pâte. La pâte de fromage se met dans le fond et je la récupère. Vous voulez la récupérer pour mettre dans des tuyaux. Voilà, pour faire un premier égouttage. Les tuyaux sont percés, donc vous voyez que le lactosérum s'écoule par les trous. Voilà déjà 20 ans que Marie-Christine a pris l'initiative de créer son propre fromage. En ayant cette race du terroir, on s'est dit que ce serait quand même malheureux de ne pas profiter de la richesse de son lait pour recréer un fromage du terroir. Tout simplement. Pour les premiers essais, on s'est servi de la recette de la miolette et ensuite on a personnalisé la recette. 20 ans que l'aventure perdure et tout autant que Marie-Christine veille jalousement sur sa recette. Le poulet de Cassel n'a jamais, il a souvent été copié mais jamais égalé, c'est vrai. Ultime étape de la fabrication de ce fromage unique, le moulage. Marie-Christine et son compagnon
ont ce qu'on appelle le coup de main. Pour sortir une centaine de boulets, une seule matinée leur suffit. Les fromages vont ensuite être affinés en cave pour une durée de 2 mois. Un affinage qui va nécessiter de les retourner 3 fois par semaine. Je vais vous montrer les différents stades d'affinage. Ils vont ainsi se recouvrir d'une fine couche de moisissure. Regardez, 12 décembre, la croûte est bien formée. Hein. Donc et il suffit de brosser les fromages, après de débarrasser de cette moisissure, voyez, et on découvre la belle croûte du boulet de Cassel. Le boulet de Cassel a livré presque tous ses secrets sauf un, l'origine de son nom. Et puis on regarde plus, c'est pas ça. Et pourquoi ce nom, boulet de Cassel? Tout simplement, déjà par sa forme arrondie, qui fait penser à un boulet de canon. Boulet de canon. Alors il y a la légende qui dit qu'au moment donné, quand la ville de Cassel était assiégée, les Cassellois mouraient de faim forcément. Donc il y a quelqu'un de bien intentionné qui habitait un village, peut-être Auxelard, on ne sait pas, qui a envoyé des boulets de fromage. Avec un canon. Avec un canon, donc les boulets de fromage ont remplacé les boulets de canon pour sauver les Cassellois de la famine, tout simplement. C'est magnifique, c'est une très belle légende. C'est une très belle légende, je trouve aussi. Après le brassage, le moulage et l'affinage, c'est l'heure de la dégustation du fromage. Regardez ça. Regardez une belle couleur, c'est magnifique. Ça, la pâte, on peut dire qu'elle est parfaite. Ça, c'est vraiment, vous voyez... Oui, oui. Ah, vous êtes fiers de votre travail, en tout cas, oui. ça se sent. Oui, quand même. Voilà, donc on va pouvoir goûter. Merci. Alors François, ce fromage? Fidèle à sa réputation. C'est gentil ça. Une réputation qui a dépassé les frontières des Flandres, puisque Marie-Christine exporte aujourd'hui son fameux boulet jusque dans le sud de la France. Retour à Dunkerque. Patrick, décidément féru de bateaux, nous emmène cette fois à la rencontre de Christian, un autre passionné. Dans les années 80, cet ingénieur s'est lancé dans la reproduction d'un navire de la Grande Marine de Louis XIV. Un vrai défi. Et son vaisseau, il l'a baptisé le Jean Bart, en hommage au célèbre corsaire. Pour la première fois sur le Jean Bart. Donc là, on va se retrouver à fond de cale, en fait. Vous imaginez que là, il y avait tout le lest, etc. Donc vous avez la proue là-bas, en face, avec l'étrave qui est à 12 mètres de haut. Là où sont nos charpentiers, ils travaillent sur la fixation des premières allonges. Et vous avez ici à l'arrière ce qu'on appelle l'arcasse, où au-dessus, là où il y a la croix, sera la salle du conseil, c'est ce qu'on appelle le château arrière. Donc en fait, on aura une longueur hors tout de 57 mètres de long entre la poupe et la proue là-bas, plus le beaupré qui viendra devant, qui nous mènera à peu près à 72 mètres de long, et 3 ponts sur un vaisseau comme ça, jusqu'à 700 personnes à bord d'un vaisseau comme ça. Et on estime aujourd'hui qu'il nous faudra à peu près 1800 mètres cubes de chaîne pour construire le Jean Bart, ce qui fait à peu près 3600 chaînes sur pied. Un chantier titanesque. 20 ans de travail intensif ont été nécessaires pour reconstituer les plans du bateau. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, à l'époque de Louis XIV, les maîtres charpentiers travaillaient sans plan et leur savoir-faire se transmettait uniquement oralement. Avant de se lancer dans la construction à taille réelle, Christian a donc élaboré un prototype du Jean Bart à l'échelle 1/15e. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à travailler été comme hiver sur le chantier. Des compagnons charpentiers, des bénévoles, mais aussi des personnes en réinsertion. L'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a une valeur ajoutée très importante sur l'homme et que cette construction peut être aussi le support d'un parcours d'insertion pour des personnes en parcours de sociabilisation. Et ils vont venir ici pendant 1 an, 2 ans, se resociabiliser par les métiers du bois. Le métier du bois, oui, mais selon le savoir-faire ancestral. Le Jean Bart est une réplique d'un vaisseau de Louis XIV et il est donc construit selon les techniques de l'époque. Pour Christian,
pas question de faire des compromis. Ici, la haute technologie n'a pas sa place. Même les clous sont fabriqués directement à la forge du chantier. Alors comme vous allez voir, c'est pas des petits clous, hein. Donc c'est fait de façon traditionnelle ici. Vous avez un bon soufflet de forge ici, Claude et Michel, qui sont deux bénévoles qui viennent régulièrement travailler ici. Voilà le type de clous que fabrique Claude en ce moment. Et il va en falloir des centaines, bien entendu. Exactement. Combien de clous vous fabriquez par jour à peu près? Selon ce que nos bénévoles retraités sont en forme là, vous pouvez en faire 5 à 10 peut-être. Une dizaine. Et il en faudra combien donc pour Plusieurs centaines. Plusieurs centaines dans ce style-là. Et puis vous avez aussi après, il en faudra d'autres dimensions comme ça. Ça c'est peut-être plusieurs milliers comme ça. Bon, mais ça pour eux c'est un jeu d'enfant. Tous ses compagnons d'ouvrage ont encore du pain sur la planche. Le chantier ouvrira pourtant ses portes bien avant la fin, car Christian a l'intention de faire de la construction du Jean Bart une des attractions touristiques les plus courues de la région. Mais pour l'instant, l'attraction la plus courue, c'est bien sûr le carnaval. Impossible de quitter les Flandres sans y participer. Cet événement incontournable est l'occasion de profiter de la légendaire chaleur des gens du Nord. À quelques heures de l'ouverture du carnaval, tout le monde s'active dans les rues de Bailleul. Violette, la star de la soirée, est en plein préparatif. Nous retrouvons Hélène qui est prête, elle aussi, à faire la fête. Avant le lancement, tout le monde reste attentif au montage de la géante articulée, sous l'œil de son créateur, qui veille au grain. Tout s'emboîte l'un dans l'autre et il n'y a pratiquement pas de difficulté, quoi. Normalement. Et il est à l'envers. Le diadème est à l'envers. Là on monte son diadème magique. C'est ce qui la rend invisible, qui permet de la rendre invisible. On va la monter maintenant, il faut faire les cheveux d'abord. Ça m'a l'air compliqué, non? C'est parce qu'elle a beaucoup de cheveux. L'opération est délicate. Il faut assembler les pièces une à une et vérifier minutieusement les branchements à chaque étape. Pour Gérard, le stress monte. C'est sa première sortie en Faunesse et toujours stressé un peu au montage la nuit comme ça. C'est un peu délicat, on n'a pas trop l'habitude. En principe, on fait ça le jour. Alors la tête, il y a quoi qui s'articule? Les yeux? Les yeux, les paupières, droite, gauche, haut et en bas. Là, les yeux fonctionnent. La géante est enfin prête. Gérard et ses acolytes n'ont plus qu'à rejoindre le défilé. C'est sous la neige et au pied de l'inévitable beffroi que démarre la traditionnelle parade des chars. Pendant plus d'une heure, ils vont défiler dans les rues de la ville. C'est un grand moment, car tous les chars présentés ce soir ont été fabriqués dans le plus grand secret. Il n'y a pas de char typique en fait. Un char, c'est un groupe qui s'associe pour mettre des valeurs en commun. Donc toute l'année, ils travaillent pour avoir un thème. Ils doivent rassembler des fonds pour réussir à faire la décoration de leur char et aussi les costumes qui vont avec. Alors toutes les couturières, les mamans sont mises à l'épreuve chaque année. Et dès que le carnaval est fini, eh bien, c'est la préparation du carnaval de l'année prochaine qui recommence. Et ça fait plus de 150 ans que ça dure. Si à l'origine le carnaval célébrait le retour du printemps et le réveil de la nature, il est aujourd'hui un temps fort de la vie locale. Pendant 5 jours, les traditions ancestrales sont mises à l'honneur. Déguisements, défilés, sorties des géants et confettis. Donc le seul inconvénient du carnaval, c'est qu'on a des confettis dans la maison pendant 1 an environ. Et une fois qu'il n'y en a plus, ça recommence. Et voici Violette qui fait sa première apparition en chèvre femme. Si le défilé de la géante suscite l'admiration et l'enthousiasme chez les carnavaleux, Violette et Gérard ne sont pas arrivés à la parade sans peine. Ça se passe bien, Gérard? Ouais, on a eu quelques soucis. Quelques soucis techniques? On a arraché un câble téléphonique. Ah mince, parce qu'elle est trop grande. Bah ouais, elle est trop grande. Pas de carnaval sans soirée chapelle. Il ne s'agit pas de religion, mais d'une tradition purement carnavalesque. Alors là, on arrive à une chapelle, donc c'est l'habitant qui ouvre les portes de sa maison et
et qui payent un coup à boire. Donc on va aller dire bonjour. Il y a un bar dans le fond, il y a des amis de passage. Allez, au revoir. Donc voilà, on y va alors. Allez, allons-y. Donc après, ça se passe par là. Ici, il y a le hangar pour les gens qui fument. Des dizaines d'amis, voisins et inconnus vont ainsi défiler tout au long de la soirée. Il faut avoir vraiment confiance, il ne faut pas avoir peur de retrouver sa maison dans un état pas possible. Mais bon, les gens du Nord sont généreux. Dans les maisons comme dans les bars, la nuit ne fait que commencer. Pour les carnavaleux, la fête va durer jusqu'au petit matin. Pour tous nos guides, les Flandres sont donc un petit paradis. Joie de vivre et convivialité sont les valeurs essentielles des gens d'ici. Et dans cette région si attachante, vous serez toujours accueillis à bras ouverts.